Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que j'ai pas tourné de vidéo. Oui, ça fait un bon moment, la dernière fois que j'ai tourné, je me rappelle très bien, c'était un 5 novembre où j'avais tourné une vidéo qui doit sortir prochainement. Mais le truc c'est que vu qu'il s'est passé pas mal de choses entre temps, la vidéo est obsolète, donc il va falloir que je la retourne. Et elle ressortira à un moment, j'espère avant la fin de l'année. Enfin bon, du coup ça fait un bon moment et je crois que du coup la dernière vraie vidéo que j'ai tournée qui est sortie, c'était la tier list des main events de WrestleMania. Donc là, on a manqué beaucoup de choses. Enfin bref, j'avais pas mal de choses à gérer sur le plan personnel, c'est encore le cas actuellement. Mais là, on arrive dans cette période de fin d'année où je vais commencer à pouvoir me libérer un petit peu plus. Qui dit fin d'année dit vidéo bilan, qui sont donc plutôt faciles à tourner. Et qui nous permettent en plus de ça de débattre et de revenir un petit peu sur l'année 2024 du côté de la WWE. Et donc on va refaire les vidéos que j'ai fait l'an passé, mais cette fois-ci pour l'année 2024, ça paraît logique. On va commencer tout d'abord par le top 10 de mes catcheurs préférés cette année. On fera ensuite, pas forcément dans l'ordre, mais le classement des Premium Live Events, le top 10 de mes matchs préférés, et pourquoi pas d'autres potentielles idées. J'avais pensé faire le meilleur match pour chaque championnat. Ça peut être intéressant, mais je sais pas si ce serait si pertinent que ça, parce que j'ai pas tant regardé NXT cette année, donc je pourrais pas vous parler des championnats NXT. Enfin, c'est à voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc nous allons commencer, comme je vous disais, par le top 10 de mes catcheurs préférés cette année. Bien entendu, avant qu'on se plonge dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous passez un bon moment, à donner votre avis en commentaire, à dire qui a été votre catcheur préféré cette année, qui selon vous aurait mérité d'être dans mon classement. Et le plus important, bien sûr, vous abonner pour ne pas rater la suite des vidéos et être présent en 2025 quand on va repartir en 2025 tout simplement. On va essayer de passer les 1100 abonnés avant la fin de l'année, ça pourrait être pas mal. Donc je compte sur vous si vous passez un bon moment et que vous voulez voir la suite. Allez-y, c'est gratuit. Je pense qu'on a assez parlé pour cette introduction de vidéo. On va pouvoir passer à mon classement, mon top 10 de mes catcheurs préférés de cette année. Alors, quand je dis catcheur préféré, ça veut tout et rien dire. Alors déjà d'une, le top 10 n'est pas forcément rangé dans l'ordre. Enfin, il y a juste le podium, les trois premiers qui sont classés dans l'ordre. Le reste, c'est un peu, j'ai un peu pris de tout, mais ils sont pas réellement classés. Seulement les trois premiers sont classés. Parce que je me voyais mal faire une hiérarchie entre toutes les personnes que j'ai sélectionnées. Parce qu'elles méritent toutes de la reconnaissance dans différentes mesures. Et je pense qu'on va pouvoir commencer dès maintenant. Alors vous vous doutez, choisir seulement 10 catcheurs parmi les multitudes de gens qui ont brillé cette année, c'était pas évident. Mais évidemment, j'ai été obligé de faire une croix sur beaucoup d'entre eux. Sami Zayn, Jey Uso, CM Punk, Roman Reigns, que je n'ai pas cité également, et plein d'autres, mais vous aurez tout le luxe de me le reprocher en commentaire, mais bien sûr dans la joie et la bonne humeur, avec respect. Parce que voilà, il faut faire des choix, ça n'a pas été évident, et voilà. Et nous allons ouvrir ce top 10 de mes catcheurs préférés cette année, ou top 10 des meilleurs catcheurs de l'année. Il y a de la subjectivité et de l'objectivité à la fois dans ce classement. Le premier que j'ai choisi, c'est nul autre que Kevin Owens. Kevin Owens, il a fait une année digne de Kevin Owens, j'ai envie de te dire. Dans le sens où il a été le bon babyface qu'on connaît depuis maintenant un bon petit moment. Avec l'année qui a commencé avec sa rivalité avec Logan Paul. Très bon match qu'ils ont eu au Royal Rumble. Ça s'est poursuivi, son association avec Randy Orton qui a duré un paquet de temps. Avec la rivalité avec la Bloodline qui certes s'est un petit peu éternisée mais qui pour autant nous a donné quelques matchs sympathiques. Notamment ce fabuleux match d'ouverture de Backlash France où Kevin Owens et Randy Orton affrontaient Tama Tonga et Solo Sikoa. Il y a eu également ce fabuleux triple menace à WrestleMania 40 avec Logan Paul et Randy Orton. C'était du grand spectacle. Et Kevin Owens a réussi à se renouveler en plus de ça cette année parce qu'il a été aux côtés de Cody Rhodes pendant des semaines. Et voyant Cody Rhodes s'associer à Roman Reigns, ça lui a pas plu forcément. Et il a complètement renouvelé son personnage. Et en plus de ça, il a raison en fait dans tout ce qu'il dit. Donc c'est ça qui le rend d'autant plus intéressant. Et au moment où je tourne, Saturday Night Main Event n'a pas encore eu lieu, donc à tout moment Kevin Owens est devenu champion et du coup ce classement est un peu obsolète. Enfin obsolète, tu vas me dire Kevin Owens est dedans au moins, c'est déjà ça. Enfin bref, avant de parler de Saturday Night Main Event, ils ont eu quand même un excellent match à Bash in Berlin, peut-être le meilleur match de la soirée, c'est à débattre. Moi j'avais beaucoup aimé le Main Event aussi avec entre Gunther et Randy Orton. Et c'est vrai qu'on a envie de voir Kevin Owens détrôner Cody Rhodes, hein. Plus ça va, plus on se dit que ça doit être lui. En tout cas, je pense que Kevin Owens avait sa place dans ce classement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va pouvoir passer au 9ème catcheur de cette liste.
Et je me suis beaucoup tâté à le mettre parce que il a mis beaucoup de temps avant de s'imposer à la WWE et encore en ce moment il fait absolument pas l'unanimité. Même si dernièrement les avis sont plus positifs qu'ils l'ont été depuis un moment. Je parle bien sûr du chef tribal Solo Sikoa. Je ne parle pas de Roman Reigns évidemment, je parle de Solo Sikoa. Alors, Solo Sikoa, on peut lui reprocher beaucoup de choses sur cette année. Le fait de peut-être ne pas être hyper flashy dans le ring. Pendant un moment, ne pas être très impactant au micro. Manquer de charisme. Être un peu éclipsé par Jacob Fatu notamment. Mais force est de constater qu'il a été sur le devant de la scène d'énormément d'événements. Il n'y a qu'à voir à WrestleMania 40, il était là pour aider Roman Reigns. Il a joué un rôle prépondérant dans le match. Après, il a pris la suite de Roman Reigns en montant cette toute nouvelle Bloodline. Je l'ai déjà cité, mais le fabuleux match de Backlash France. Il y a eu quoi comme autre PLE cette année? Attends que je me remette un peu tout en tête. Il a fait le main event de Money in the Bank, il a fait le main event de SummerSlam. Main event de SummerSlam qui, je sais, ne fait pas forcément l'unanimité, mais que personnellement j'ai beaucoup aimé. Pas seulement pour le retour de Roman Reigns, je trouve que le match avait beaucoup de bonnes idées et de bons moments. Il a main eventé Bad Blood évidemment avec Roman Reigns, Cody Rhodes et Jacob Fatu. Il est présent, il a main eventé aussi les Wargames, forcément. Solo Sikoa est devenu un des personnages principaux de la WWE actuellement, que ça plaise ou non aux gens, il faut l'admettre. Il a fait et il s'est quand même grandement amélioré ces derniers temps, je trouve, au micro. Il est hyper divertissant. Il est. En fait, on retrouve du Roman Reigns en Solo Sikoa, qui un personnage très confiant, qui va faire des blagues, se moquer de ses adversaires. De manière très goofy, ce moment où il rentre dans les tribunes pour le match de Jey Uso avec les tickets et tout, c'est génial quoi. Même s'il n'a pas la même crédibilité que Roman Reigns, parce qu'il gagne pas beaucoup, j'aime beaucoup Solo Sikoa actuellement, je suis content qu'il arrive à se relancer un petit peu dernièrement. J'espère qu'on va lui donner des opportunités. Au dernier épisode de SmackDown, il me semble qu'il a attaqué avec sa Bloodline Shinsuke Nakamura et LA Knight. Donc peut-être Solo Sikoa vers le championnat des États-Unis, qui sait, ça pourrait être sympa. Enfin voilà, je pense que Solo Sikoa, qu'on l'aime ou non, a sa place dans ce classement parce qu'il a été vraiment un des personnages marquants de cette année à la WWE. Le 8ème catcheur de cette liste, c'est un catcheur qui a eu une ascension fulgurante cette année à la WWE, avec des débuts dans le main roster, il me semble après WrestleMania lors de la draft. C'est évidemment Bron Breakker. Et oui, Bron Breakker, à qui on promettait déjà un avenir radieux du côté d'NXT, avec, il me semble, 1 ou 2 règnes de champion NXT, si je dis pas de bêtises. Un début d'année très sympathique avec son association avec Baron Corbin, que j'ai beaucoup apprécié, et notamment leur match, c'était lors de Vengeance, il me semble, contre Carmelo Hayes et Trick Williams. Il y avait eu aussi un super match contre Nathan Fraser et Axiom lors de Stand and Deliver, que j'avais beaucoup aimé. Et au-delà de ça, il y a ses débuts dans le main roster où il a été très vite mis en avant. Il a eu une très belle prestation au Royal Rumble. Ça n'a pas duré longtemps certes, mais croyez-moi ou non, sa confrontation avec Omos, j'ai trouvé ça génial. Évidemment, il y a eu cette rivalité avec Sami Zayn qui l'a mené au championnat intercontinental. 2 titres de champion intercontinental en plus, puisqu'il a perdu le titre entre-temps des mains de Jey Uso. Et voilà, Bron Breakker a déjà un push plutôt intéressant. Il sort des plutôt bons matchs contre Sami Zayn et Money in the Bank, c'était plutôt solide. Même si à SummerSlam c'était un petit peu décevant, parce que ça a été très très court malheureusement, on leur a pas donné assez de temps. Sinon, il y a eu le triple menace fantastique à SummerSlam, au Survivor Series contre Sheamus et Ludwig Kaiser. Bron Breakker qui va certainement entamer l'année 2025 en tant que champion intercontinental. Et on lui souhaite que ça dure aussi longtemps que possible. Et ouais, franchement, je suis dans le train. Je suis dans le train Bron Breakker et je pense qu'il a amplement sa place dans ce classement. On passe à la 7ème place et là, j'avoue, j'ai un petit peu triché. J'en ai mis 2. Déjà parce que c'est 2 catcheurs que je surkiffe, que j'aimerais voir aller tellement loin, même si pour l'un des deux, je pense que c'est un peu too late, que ça va être compliqué. Mais la deuxième raison, c'est aussi parce qu'ils ont eu une superbe rivalité qui a animé SmackDown pendant une bonne partie de cette année. Je parle bien sûr d'Andrade et Carmelo Hayes. Alors on va parler d'abord d'Andrade qui a fait son retour à la WWE lors du Royal Rumble. Croyez-moi, j'étais tout nu quand je l'ai vu rentrer. Même si sa musique d'entrée est bof, j'étais tellement heureux parce que c'est un mec que j'adore, que je trouve excellent dans le ring. Son match contre Johnny Gargano en 2018, je pense que c'est un match qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Derrière, Andrade a quand même fait équipe avec Rey Mysterio contre Dominic Mysterio et Santos Escobar à WrestleMania. Le match était pas forcément mémorable, mais très très cool et très divertissant dans le ring, je trouve. Et puis derrière, évidemment, comment ne pas mentionner cette rivalité avec Carmelo Hayes dont on va parler juste après.
une série de je ne sais plus combien de matchs, tous aussi qualitatifs les uns que les autres, qui a culminé au triple menace de Crown Jewel, qui était beaucoup trop court. Mais pourquoi tu mets que même pas 10 minutes à ce match? Ce match aurait mérité 15 minutes et c'était dans le top 10 de mes matchs de l'année, je vous le dis tout de suite. Et il me semble qu'il est encore plus ou moins en train de tourner autour d'LA Knight et de Shinsuke Nakamura, donc hâte de voir la suite pour Andrade. J'aimerais tellement le voir devenir champion, peut-être champion des États-Unis, mais moi je le veux champion du monde, honnêtement. Je veux voir Andrade avec un titre en 2025, je sais pas lequel c'est. On s'en fout du championnat WWE Speed. Ok, c'est un titre comme un autre. Je me demande limite si le championnat 24/7 n'était pas plus prestigieux en vrai de vrai. Mais on veut mieux que ça, champion intercontinental, champion des États-Unis, champion du monde. Moi je veux un vrai truc pour Andrade. Mais du coup, comme je disais, il y en a un autre qui est à la même place que lui et qui mérite tout autant, c'est Carmelo Hayes, forcément. Carmelo Hayes qui lui aussi a fait, il a fait ses débuts entre guillemets dans le main roster, dans le Royal Rumble. Il était rentré, je sais plus en combien, il avait fait une très bonne performance. J'étais un peu déçu qu'on l'emmène pas un peu plus loin, mais c'est pas très grave. Très vite, il a commencé à tourner autour d'LA Knight, mais il me semble que du côté de King and Queen of the Ring, peu de temps après la draft, je crois, il commençait déjà à tourner autour d'LA Knight, qui lui tournait un peu autour du championnat des États-Unis sans vraiment confronter Logan Paul. Il a eu un sacré match à SmackDown, il a affronté Cody Rhodes quand même, qui venait de devenir champion du monde. Mais on dit ça, mais même du côté des NXT, c'était plutôt sympathique en début d'année. Il y a eu sa rivalité avec Trick Williams qui était hyper bien amenée. Même si le match à Stand Deliver a un peu déçu, personnellement j'ai beaucoup aimé le match. Et il y a eu évidemment cette rivalité avec Andrade qui nous a passionnés. Le triple menace de Crown Jewel, voilà, c'est pour ça que je me voyais mal séparer Andrade de Carmelo Hayes et je voulais vraiment mettre les deux dans le classement parce que je les aime trop. Et Carmelo Hayes lui a certainement plus de chances qu'Andrade de réussir. Déjà il a pas la barrière de la langue parce qu'on sait que Andrade et l'anglais c'est pas forcément la joie, même s'il s'est amélioré dernièrement, et aussi parce que Carmelo Hayes est plus jeune, on lui promet lui aussi déjà un avenir prometteur dans le main roster. Et on verra certainement un jour un main event de WrestleMania, Carmelo Hayes contre Bron Breakker. On l'attend, WrestleMania 46. On le colle ici, WrestleMania 46, Carmelo Hayes contre Bron Breakker pour le championnat de la WWE. Et voilà, je pense que Andrade et Carmelo Hayes méritaient amplement leur place dans ce classement. Et on va pouvoir passer à la suite. À la 6ème place, j'ai choisi de vous parler d'une catcheuse cette fois-ci. Il était temps quand même. Et honnêtement, j'ai pas été dans le très compliqué. J'ai choisi de vous parler de Liv Morgan, évidemment. Liv Morgan, je vois qu'elle fait pas forcément l'unanimité sur beaucoup de points. Notamment son in-ring qui est pas mal critiqué, j'ai l'impression. Mais pour le coup, Liv Morgan, elle a fait une année incroyable. La storyline avec Rhea Ripley, le Judgment Day avec Dominic Mysterio, tout ça, ça a été hyper bien amené, ça a tenu en haleine les gens pendant une bonne période. Elle est devenue championne du monde en battant Becky Lynch à King and Queen of the Ring, qui était un très très bon match, je trouve. Peut-être un des meilleurs matchs féminins de l'année, c'est un peu terrible à dire, mais on reviendra sur ça quand on parlera de mes matchs préférés de cette année. Et déjà forcément, devenir championne du monde, bah ça en rajoute au CV, et ça te légitime déjà d'autant plus pour ce classement. Et la rivalité avec Rhea Ripley, même si elle s'est un peu éternisée, je vous l'accorde, et que d'ailleurs ça dure encore, je comprends que ça saoule un peu les gens, mais pour autant moi j'aime bien ce qu'elles font. Le match de SummerSlam était super. Bad Blood, je sais que c'est un match qui fait grincer des dents, notamment pour le finish un peu botché avec Raquel Rodriguez, tout ça. Mais personnellement j'ai bien aimé le match, j'ai passé un très bon moment. Voir Dominic Mysterio dans une Shark Cage, ça m'a régalé. Et franchement Liv Morgan me divertit beaucoup, j'aime beaucoup la regarder catcher, regarder ses segments avec Dominic Mysterio, avec le Judgment Day, tout ça. Franchement elle mérite largement sa place et espérons qu'elle reste championne pendant un petit moment. On passe à la 5ème place de ce classement, et lui, il était incontournable, je pense que vous l'attendiez, c'est bien sûr le ring général Gunther. Gunther, comment dire, il commence l'année en tant que champion intercontinental, un titre qu'il a depuis plus de 600 jours. Il fait le Final Four du Royal Rumble avec McIntyre, Punk et Cody Rhodes. Il va nous livrer un match absolument légendaire contre Sami Zayn à WrestleMania et perdre le titre. Et très vite, il va se relancer, il va aller remporter le tournoi du King of the Ring dans un classique contre Randy Orton, un match qui a été un de mes coups de cœur de l'année, le match de King and Queen of the Ring. Il va aller battre Damien Priest à SummerSlam dans un match qui est là aussi un de mes coups de cœur de l'année, ce match entre Damien Priest et Gunther, j'en parlerai, je l'emmènerai dans ma tombe.
Il délivre que des grands matchs, Gunther. De toute façon, vous allez me dire, on est habitué maintenant. Et bah, allez, il est dans un run de champion du monde qui ne fait pas l'unanimité encore. Là, j'ai l'impression que bah, tout le monde fait pas l'unanimité dans ce classement, c'est un peu dommage. Mais après, tu vas me dire, c'est encore les réseaux, forcément. Mais c'est vrai que Gunther, le booking de son règne de champion du monde n'est pas le même que lorsqu'il était champion intercontinental. Pour beaucoup, c'est un problème. Et j'ai envie de dire, c'est normal en même temps. En tant que champion intercontinental, il devait continuer à prouver sa valeur, il devait continuer à montrer, à catcher régulièrement pour à vraiment se légitimer et montrer qu'il avait ce qu'il fallait pour représenter la compagnie. Là maintenant, il a montré, il est champion du monde et t'as plus besoin de le faire catcher toutes les semaines. Et puis en plus, quand il catch, il te montre qui c'est quoi. Parce que franchement, Gunther, je me vois pas de sortir un seul mauvais match de son année. Peut-être des matchs un peu en deçà de ce qu'il est capable de faire, mais fondamentalement, aucun de ces matchs n'est mauvais. Je vois que le match de Bashin Berlin a fait un peu débat parce qu'il était très long et que il se passait pas énormément de choses. Mais moi j'ai adoré personnellement. Le match contre Damien Priest au Survivor Series était peut-être un peu en dessous de celui de SummerSlam, mais était toujours très très bon. J'ai adoré personnellement. Et au micro, mais il a pris un niveau phénoménal. Il a cook absolument tout le monde. Ce segment avec Goldberg à Bad Blood, c'est du grand cinéma. Maintenant, est-ce que Gunther sera toujours champion à l'issue de Saturday Night Main Event? Je commence à avoir des doutes honnêtement, voyant comment tout est amené avec Finn Balor et Damien Priest. Mais sinon, Gunther, on lui souhaite de rester champion le plus longtemps possible tant qu'il arrive à nous sortir les matchs qu'il sait nous sortir. Beaucoup de gens attendent un Gunther contre John Cena, on sait jamais, à WrestleMania peut-être. Ça arrivera très probablement, je pense. Et bah, si pour vous Gunther ne mérite pas sa place, bah vous êtes ban. Voilà, moi je n'accepte aucune hate sur Gunther. On est aux portes du podium à la 4ème place. Et à cette 4ème place, j'ai décidé de vous parler d'une autre catcheuse qui est bah, tout simplement l'autre championne du monde actuellement, c'est Nia Jax. Alors j'aurais pu vous parler de Bayley, évidemment, qui a remporté le Royal Rumble, qui a sorti un match légendaire contre Io Sky, qui a eu des plutôt bons matchs derrière avec son règne, mais le problème c'est que son règne n'a pas vraiment transcendé les gens, on l'a remarqué, et au final bah, ce qu'on va retenir de l'année de Bayley c'est ce match contre Io Sky je pense, et ça va s'arrêter là. Enfin il y a eu le triple menace à Backlash, ah c'est vrai. Mais le truc c'est que Nia Jax, ben... Voilà, je suis le premier à ne pas être fan de Nia Jax, je vous avoue, je suis pas forcément impatient de voir ses matchs, quand je les regarde je suis pas forcément transcendé, même si je reconnais qu'il y a des qualités, et j'essaie toujours de trouver du positif dans tout ce qu'elle propose. Notamment le match à Bad Blood contre Bayley, il me semble qu'il y a eu des petits trucs tentés, c'était un peu original. Il me semble qu'elle avait tenté un espèce de Hurricane Rana, bon c'était un peu bizarre, mais tu vois, elle tente au moins. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Nia Jax en fait, c'est que elle s'est énormément améliorée, elle tente des nouvelles choses, et bah franchement, oui, c'est une bonne championne. C'est ce qu'on attendait d'une Nia Jax en fait. Elle va remporter le tournoi de Queen of the Ring, elle va sortir un match plutôt solide contre Lyra Valkyria à ce moment-là. Derrière, elle prend le titre à Bayley. Et non, franchement, c'est mérité Nia Jax. Alors oui, c'est clairement pas ma catcheuse préférée. Ça dénote un petit peu du thème principal de la vidéo qui sont mes catcheurs préférés. Mais comme je l'ai dit, il y a de l'objectivité aussi. Et je reconnais, on est obligé de reconnaître que Nia Jax a fait des progrès énormes et qu'elle est aujourd'hui la menace qu'elle aurait toujours dû être. Et là, dans le sens littéral du terme, pas dans le sens où elle peut blesser n'importe qui à tout moment. Non, Nia Jax fait un sacré bon boulot. Et bah, franchement, un grand chapeau à elle parce qu'elle revient d'assez loin. Et puis passer outre toutes les critiques qu'il y a eu à son égard. Je tire mon chapeau à Nia Jax qui mérite amplement toute la reconnaissance du monde. Bon allez, ça y est, on va passer au podium qui sont, bah là pour le coup, les trois font partie de mes catcheurs préférés, donc je vais te dire que c'est légitime. Et le classement, le numéro 1 était incontesté pour moi, on va en parler, j'avais dit que je ferais une vidéo centrée sur lui, mais on va juste faire une bonne partie sur lui à la fin de la vidéo. Et les deux autres, c'était un peu plus dur de les classer. On prend le numéro 3 de ce classement, et j'ai eu du mal à trancher avec le deuxième, on va y venir juste après. Je vous parle de l'archer des infamies, El Campeón, Damien Priest. Damien Priest, oh là là, depuis quelques temps, c'est un de mes gros coups de cœur. J'aime trop ce mec et alors oui, on va dire oui, mais t'as commencé à suivre la hype quand il a commencé à devenir cool et que les gens commençaient à aimer. Non, moi en fait, j'ai commencé vraiment à kiffer Damien Priest quand il s'est allié à Edge en 2022. Alors, c'était l'époque où je pouvais pas regarder les PLE, mais je suivais de loin l'actualité et franchement, Damien Priest me plaisait bien.
2023, il a confirmé la plupart des attentes, avec ce match au sommet contre Sami Zayn et Kevin Owens, ça je vous en ai déjà parlé l'an dernier. La victoire du Money in the Bank. Et l'année 2024 a commencé très fort pour Damien Priest avec ce cash-in en apothéose à WrestleMania, le deuxième de l'histoire à faire ça. Et il devient champion du monde, quoi. Déjà ça, c'est énorme. Et là où beaucoup de gens attendaient un champion de transition, en fait, il a complètement outrepassé les attentes. Et ce qui a fait que j'ai failli le placer en 2, c'est justement parce qu'on avait pas tant d'attentes que ça dans son règne de champion du monde. Parce qu'en fait, on s'est tous dit qu'il allait certainement perdre contre Drew McIntyre avec la chatte de Castle, ou contre Gunther à la limite, mais bon, Gunther ça s'est vérifié, tu vois, mais on pensait que ça arriverait bien plus tôt. Mais non, le règne a duré, et il a sorti des très grands matchs dans ce règne, justement. Le match contre Jey Uso à Backlash, c'est un de mes coups de cœur de l'année aussi. Alors, tu vas me dire, tout ce qu'il y a eu à Backlash, c'était un coup de cœur. Mais ah oui, c'est vrai, c'est vrai. King and Queen of the Ring, est-ce qu'il était là? Non, il était pas là, King and Queen of the Ring. C'est là qu'on a annoncé son match d'ailleurs contre Drew McIntyre. Le match contre Drew McIntyre avec la chatte de Castle, banger, contender de match de l'année. Alors il y a eu cette petite frayeur où il se coince les pieds dans les cordes, on a eu très peur. Mais malgré tout, ils ont su sortir un très grand match. L'aura de Damien Priest, au moment où il rentre à Clash at the Castle, où il a l'intégralité du stade contre lui, mais c'est l'entrée de Damien Priest à Clash at the Castle, c'est à voir, hein, absolument. Avec le match en plus. Ah oui, sinon, quel intérêt. Donc oui, gros banger contre Drew McIntyre. Le match contre Rollins à Money in the Bank, un petit peu décevant quand même, mais en fait je pense que ce qui a été beaucoup décrié c'est la décision qui a entouré Drew McIntyre, CM Punk, tout ça. Mais pour autant le match était plutôt solide. Le match contre Gunther à SummerSlam, j'en ai déjà parlé, mais exceptionnel. Et franchement, oui, un très bon règne de champion du monde pour Damien Priest qui a outrepassé les attentes qui étaient placées en lui. Et franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir pour un mec comme moi qui kiffait déjà Damien Priest et qui défendait ce mec quand tout le monde se disait mais attends, mais c'est un clown en fait le mec avec sa mallette, qu'est-ce qu'il fout là? On voulait les Knight nous. On va reparler de mallette juste après d'ailleurs, ça va être sympa. Mais sinon voilà, il y a eu cette rivalité forcément avec le Judgment Day, cette alliance avec Rhea Ripley où il est devenu un giga babyface adoré par le public. Non franchement, gros respect à Damien Priest. D'ailleurs, en plus cette année ils ont sorti un reportage sur sa carrière qui est très sympa, très émouvant en plus, et qui est franchement à voir aussi. Ça c'est dans son palmarès aussi de l'année 2024, on va pas se mentir. Donc oui, Damien Priest qui est clairement l'un de mes catcheurs préférés. Et cette année, encore une fois, il m'a fait rêver ce mec. J'aurais pu le mettre en 2 en vrai. J'aurais pu le mettre en 2. Mais bon, voilà. Damien Priest, amplement mérité, je pense. À la deuxième place de ce classement, vous vous en doutez certainement. Vous vous doutiez qu'il serait là, forcément. Il est très critiqué pour des raisons qui sont pas toujours légitimes selon moi. Je parle bien sûr de l'American Nightmare Cody Rhodes, le champion de la WWE. Comment tu pouvais ne pas mettre Cody Rhodes dans ce classement? Il mérite amplement cette deuxième place, déjà vainqueur du Royal Rumble, rivalité excellente avec Roman Reigns, je sais pas trop, en vrai de vrai, parce que il était plus en rivalité avec The Rock qu'autre chose, mais franchement l'histoire qui a été amenée derrière avec Rollins, avec The Rock, avec Roman Reigns, super match en main event de nuit 1, le meilleur match de l'année en nuit 2, où il vient finir l'histoire, et là c'est l'un des plus gros accomplissements de l'histoire de la WWE, donc ça pèse énormément sur le CV, et en plus de ça, peut-être que les storylines n'étaient pas aussi marquantes que celles de Roman Reigns, mais c'était à prévoir. Roman Reigns a mis la barre très haute déjà, et Cody Rhodes en plus c'est un babyface, donc c'est d'autant plus dur d'être validé par le public, notamment le public d'internet qui est très aigri. Mais il a complètement deliver derrière. Il y a eu le petit match sympa contre Carmelo Hayes, mais bon ça c'est très secondaire. Mais cette rivalité avec AJ Styles, exceptionnel. Backlash, un des matchs de l'année. Clash at the Castle, un des matchs de l'année aussi. Il y a eu la rivalité avec Solo Sikoa qui s'est peut-être un peu trop éternisée, mais pour autant le match de SummerSlam, moi je l'ai trouvé extrêmement solide. Entre temps, j'ai oublié, mais il y a eu King and Queen of the Ring où il a affronté Logan Paul dans un excellent match encore une fois. Peut-être que les storylines de Cody Rhodes sont moins marquantes, mais les matchs, on peut pas en dire autant. Il y a aucun match de Cody Rhodes qui m'a vraiment déçu cette année. Il y a eu le 2 contre 2 à Bad Blood qui était plutôt sympathique. Avant ça, il y avait le match contre Kevin Owens à Bash in Berlin qui était excellent. Crown Jewel, excellent match contre Gunther où il gagne. La décision fait un peu débat, mais moi je trouve qu'au final, c'était peut-être la meilleure chose à faire. Tu fais gagner Cody Rhodes dans ces circonstances-là. Ça peut avoir brisé un petit truc du côté de Gunther, tu vois. Ça justifie aussi le fait que Gunther ait eu peur de Damien Priest. Ça, les gens y râlaient parce que Gunther, il avait eu peur de Damien Priest. Enfin bon, je m'égare complètement là, je suis désolé. Enfin bon, Cody Rhodes, les accomplissements, ils sont là, il y a aucun doute là-dessus. La qualité des matchs, elle est là aussi. La qualité des histoires, pour moi, c'est là aussi. Franchement, il y a eu beaucoup d'histoires sympathiques, notamment celle qui est racontée actuellement avec Kevin Owens, c'est génial.
Leur promo également à SmackDown il y a quelques semaines, c'était du grand cinéma. Cody Rhodes, honnêtement, pendant un moment, je me disais, mais en fait, j'ai envie que Kevin Owens le batte, j'ai trop envie, mais je me dis en même temps, mais Cody Rhodes, quoi. Cody Rhodes, il est trop bon, mais j'ai pas envie de le voir perdre maintenant. Par pitié, respectez Cody Rhodes, je vous en supplie, arrêtez de critiquer ce mec alors qu'on a la chance de profiter de ce monstre. Je vous en supplie les mecs, reconnaissez la chance qu'on a d'avoir Cody Rhodes, mais à son prime là, c'est juste excellent. Et surtout, bah, on a très hâte de voir ce qui va se passer avec The Rock dans les semaines à venir, potentiellement avec Randy Orton également, parce que Randy Orton, il s'est pas encore complètement dévoilé, mais on sent que le titre l'intéresse beaucoup. Donc oui, Cody Rhodes, il y a beaucoup de mystères et d'interrogations autour de lui, et c'est ce qui fait que j'ai envie de le voir continuer en tant que champion du monde, honnêtement. Peut-être que ça va mal vieillir, hein, peut-être qu'au moment où je sortirai la vidéo, Kevin Owens sera champion, et je serai tout aussi content. Mais juste respectez Cody Rhodes, par pitié respectez Cody Rhodes. Et à la première place, je n'en démorderai pas, personne ne me fera changer d'avis, et je pense que je suis d'accord avec beaucoup de gens sur la première place. Cody Rhodes aurait mérité potentiellement la première place, je pense. Mais non, mais en vrai, il y a ce mec, quoi. Ce mec, Drew McIntyre, mesdames et messieurs, mais comment il pouvait ne pas être dans le classement, et comment tu peux surtout ne pas le mettre numéro 1. Pour moi, Drew McIntyre a tout bien fait cette année. C'est un sans faute l'année de McIntyre. Bon, si on parle du point de vue complètement kayfabe, forcément il y a beaucoup d'échecs, c'est normal. Mais en fait, c'est des échecs qui ont tellement donné de profondeur et d'intérêt à ses histoires, à son personnage. Drew McIntyre, il est numéro 1 pour moi. Donc il fait le Final Four du Royal Rumble, il me semble. Il vient remporter l'Elimination Chamber pour affronter Seth Rollins à WrestleMania. Très bon Elimination Chamber au passage. Excellent match contre Seth Rollins, qui sera peut-être dans mes matchs préférés de l'année. Il devient champion en plus de ça, même si ça n'a pas duré longtemps, c'est un accomplissement comme un autre. Mais après, il rebondit relativement vite, puisqu'il va avoir un match de championnat avec contre Damian Priest à Clash at the Castle, comme je l'ai déjà cité tout à l'heure. Immense banger, mais le match lui est coûté par CM Punk. On continue d'alimenter la storyline avec CM Punk justement qui tient en haleine les gens. C'était la storyline numéro 1 cette année, clairement. La plus grosse rivalité de l'année, peut-être l'une des plus grosses rivalités de la décennie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. Il va continuer d'être le hater originel qu'il est, et putain qu'est-ce qu'il est excellent. Qu'est-ce qu'il est excellent dans ce rôle-là. J'ai limite pas envie de le voir tourner face. Honnêtement, j'ai envie de le voir rester comme ça. Et il continue, il va remporter le Money in the Bank Ladder Match, immense accomplissement là encore, même si après avoir vu le match, il a pas fait grand chose en fin de compte, il y a tout le monde qui a carry, puis lui il arrive à la fin, mais au final c'est dans son personnage. Et là c'est là qu'on arrive au petit drama, c'est qu'il a cash-in dans la soirée, comme il l'avait annoncé, mais la mallette va être gâchée le soir même par CM Punk. Et là, forcément ça a fait débat parce que la mallette Money in the Bank, c'est l'occasion de donner une opportunité à quelqu'un qui mériterait. Il y a qui était dans le match. Il y avait Chad Gable qui était pressenti, qui aurait pu être un excellent détenteur de la mallette. Il y avait Carmelo Hayes, même si c'était potentiellement un peu tôt. Andrade, hein. Pourquoi je cite Andrade et Carmelo Hayes, dis donc, étonnant. Il y avait plein d'autres gens qui auraient mérité tout autant d'avoir la mallette. En fait, ce qui a vraiment fait débat, c'est que ce soit gâché. À la limite qu'il soit devenu champion, je pense que le discours aurait été différent. Mais en même temps, ça a rendu la rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre encore plus intéressante. Et là, t'avais encore plus envie de les voir se foutre sur la gueule une bonne fois pour toutes. Même si je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça, je pense pas qu'il y avait besoin de ça, je pense que même CM Punk aurait pu intervenir pendant le ladder match pour coûter la mallette à Drew McIntyre, enfin, pour lui coûter le match tout simplement, et que quelqu'un d'autre décroche la mallette. Ça aurait pu très bien être fait comme ça, et je pense que c'est en grande partie pour ça que Money in the Bank n'a pas fait l'unanimité. Mais pour autant, ça a donné tellement de profondeur et d'intérêt à l'histoire que... en vrai, aucun regret, j'ai envie de dire. Aucun regret. Et comme ça permet de donner de l'importance aussi à la mallette féminine, qui, pendant plusieurs années, était éclipsée par la mallette masculine, et souvent elle était utilisée très tôt, la mallette féminine. Tu prends l'an dernier, Io Sky, elle l'utilise un mois après. Il y a 2 ans, Liv Morgan, elle l'utilise dans la soirée même, pour battre Ronda Rousey. Là, pour une fois, on a une Tiffany Stratton qui en plus raconte une histoire très intéressante avec Nia Jax. On sait pas trop comment ça va évoluer, mais c'est très intéressant. Et je pense que on a pensé à ça du côté de la WWE et se dire, on va donner plus d'opportunités à la mallette féminine. Mais puis en plus, ça va beaucoup aider Tiffany Stratton qui est en train de s'élever petit à petit pour devenir une grande star. Mais enfin bref, pour en revenir à Drew McIntyre, pour moi c'était un semi-bon move. Il y avait une bonne idée quand même derrière tout ça.
Mais du coup après on arrive forcément à l'inévitable, le début réel de la rivalité dans le ring avec ce premier match à SummerSlam avec Seth Rollins comme arbitre spécial. Excellent match, même si le focus était davantage mis sur Seth Rollins que sur Punk et McIntyre. Enfin même McIntyre était limite passé au second plan parce que on était plus à une confrontation Punk-Rollins pendant tout ça. Mais c'était très très bien. On a eu ensuite le strap match à Bash in Berlin qui était très très bien aussi, même si je pense que c'est le match que j'ai le moins aimé de la trilogie. C'était quand même vachement sympa. Et bien sûr, comment ne pas évoquer le meilleur match de l'année à Bad Blood, ce Hell in a Cell match. J'avoue que j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit... Déjà en fait, je suis pas toujours fan des matchs Hell in a Cell, je vous l'avoue. Et en plus je me dis, est-ce que Punk est vraiment capable de sortir un grand match comme on a eu? Bah, je suis très heureux de m'être trompé. La grosse erreur de la WWE certainement, c'est de ne pas avoir mis ce match en main event. La seule raison qui a fait que le 2 contre 2 a été dans le main event, c'est tout ce qui s'y est passé. Pas forcément l'in-ring, c'était Roman Reigns qui revenait dans le ring, Jimmy Uso qui fait son retour, et bien sûr The Rock à la fin. Oui, mais après le truc c'est que c'est terrible que t'aies pas eu ça en main event en fait, ça aurait dû être dans le main event. Et c'est venu conclure une rivalité, mais de la meilleure des manières. Drew McIntyre qui a sorti une performance absolument légendaire, alors qu'en plus de ça, de son côté, il avait affaire à des problèmes familiaux. Ce mec est une légende, et il a sorti une année phénoménale, et par pitié qu'on lui donne le Royal Rumble. Qu'on lui donne le Royal Rumble, ou je sais pas, qu'on lui donne un truc, mais en 2025, je pense que McIntyre peut être un très très grand. Parce que pour moi, je pense que Drew McIntyre est celui qui détrônera Cody Rhodes. Je pense que c'est lui le meilleur choix pour détrôner Cody Rhodes. C'est ma petite take à moi. Beaucoup de gens voient Kevin Owens, certains voient Roman Reigns, d'autres voient The Rock, d'autres voient peut-être John Cena, je ne sais pas. Mais moi je me dis Drew McIntyre, l'histoire elle s'écrit tellement toute seule. Et si au final, bon, je pense que ça arrivera pas, mais si Drew McIntyre gagnait le Royal Rumble pour challenger Cody Rhodes à WrestleMania, personne ne le verrait venir et je serais le plus heureux du monde. Non vraiment je veux juste que Drew McIntyre batte Cody Rhodes. Je pense que c'est lui le meilleur choix, t'as pas mieux en fait. Bon t'as peut-être Kevin Owens, oui c'est vrai, mais ça se débat, pour moi c'est à débattre. Non voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là sur Drew McIntyre. Je pense qu'il pouvait pas être plus bas que premier dans ce classement. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et oui, on arrive à la fin de ce classement, ça fait un bon moment que je parle, j'ai tourné pendant 50 minutes, dis donc, je pensais pas que je parlerais autant. Bon, la vidéo va être plus complète que celle de l'an passé et ça fait plaisir. Bon, sur ce, donnez votre avis sur mon top 10 de mes catcheurs de l'année. N'hésitez pas à faire le vote dans les commentaires, au moins un top 3 déjà. Comme ça c'est cool et ça fait des commentaires et puis on peut débattre. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner évidemment, pour voir la suite, notamment les prochaines vidéos bilan où on va regarder mes matchs préférés, les meilleurs shows de l'année, tout ça. Vous connaissez la chanson. Et on se retrouve très très vite du coup dans de prochaines vidéos. C'était Gale, arrivederci.